J'ai pillé ma mère et mes sœurs, en obligeant ma fille de 8 ans à nettoyer le vomi de mes nièces. Me tu es exactement comme ta mère, lui a crié ma mère, alors j'ai annulé leur carte de crédit. J'ai vendu la maison de luxe que je leur avais offerte et j'ai regardé la banque leur confisquer tous leurs objets de luxe. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée, où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires de quelle ville ou pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je suis Isabla Fuentes et à mes 45 ans j'ai appris que la beauté d'une structure est directement liée à l'honnêteté de ses fondations. Comme architecte, toute ma vie s'est basée sur ce principe. Des lignes claires, des matériaux nobles, une intégrité capable de supporter le poids du temps et de la gravité. Quelle ironie cruelle que ma propre vie familiale soit un palais baroque, surchargé de dorures, construit sur des fondations de sable, de mensonges et d'un ressentiment si profond qu'il menaçait de tout faire s'écrouler d'un seul souffle. Cette nuit-là, c'était le sommet de cette mascarade. Le 50e anniversaire de mariage de mes parents. 50 ans. Un demi-siècle de sourires pour la galerie, d'un mariage qui ressemblait plus à un contrat commercial qu'à une union d'âme. Et bien sûr, la célébration devait être à la hauteur de ce mensonge. Elle se déroulait dans la Villa des Collines, une structure de verre et de marbre que j'avais moi-même conçue, un cadeau que je leur avais fait 5 ans plus tôt dans l'espoir vain que la gratitude puisse, d'une certaine façon, ressembler à de l'amour. Alors que je conduisais sur les rues bordées de Jacaranda, je sentais le nœud d'angoisse dans mon ventre se serrer à chaque mètre qui me rapprochait. Lucia, ma fille de 8 ans, assise à côté de moi, vibrait d'excitation. Pour elle, une fête restait une fête, musique, gâteau, cousin avec qui jouer. Son innocence était à la fois un baume et une douleur. Comment pouvais-je lui expliquer que nous allions entrer dans un champ de bataille où les armes étaient des sourires acérés et des mots murmurés avec du venin? En arrivant, la scène était prévisible et parfaite. Des serveurs avec des gants blancs, un tapis rouge improvisé, le son d'un quatuor à cordes jouant du Vivaldi. À l'intérieur, l'air était une épaisse combinaison de parfums chers, d'ambition et de champagne. J'ai vu ma mère, Gracilla, au centre du salon, une reine de glace dans une robe de créateur, accueillant avec son sourire étudié. J'ai vu ma sœur aînée, Catalina, se déplacer entre les invités, son rire comme le tintement de verre brisé, toujours en train d'évaluer, toujours en compétition. Et j'ai vu ma sœur cadette, Mariana, flirter avec le fils d'un industriel, sa seule compétence et contribution au monde. J'ai laissé mon manteau, embrassé le front de Lucia et je lui ai dit d'aller chercher ses cousines. Mon rôle maintenant était de faire ma tournée, saluer les oncles, sourire aux partenaires de la famille, jouer mon rôle de fille réussie, le pilier silencieux, le distributeur automatique avec un diplôme d'architecture. 1 heure passa. 1 heure de conversation vide et de sourires qui me faisaient mal aux muscles du visage. Et alors je me suis rendu compte, je n'avais pas vu Lucia. Mon radar de mère, toujours en alerte, a commencé à sonner. Je l'ai cherchée dans le jardin où les enfants couraient. Elle n'y était pas. Je l'ai cherchée dans la salle de jeu. Rien non plus. J'ai demandé à Catalina, qui bavardait avec un groupe de femmes. As-tu vu Lucia, lui ai-je demandé. Elle m'a jeté un regard agacé. Oh Isabla, détends-toi. Elle doit sûrement être cachée quelque part. Ta fille a toujours été bizarre, dit-elle en se retournant, laissant ce mot, bizarre, flotter dans l'air comme une insulte. C'est alors que je l'ai entendu. Un rire. Ce n'était pas le rire joyeux d'un enfant qui joue, mais un rire moqueur, cruel, qui venait de l'espace du service. Mon cœur a bondi. J'ai suivi le son à travers le couloir du service, mes talons chairs résonnant durement sur le carrelage. J'ai poussé la porte battante de la cuisine industrielle. Le monde ne s'est pas arrêté, il s'est brisé. La scène était une peinture grotesque, un cauchemar éclairé par les néons froids. Le sol impeccable, noir et blanc, était taché par une flaque de vomi visqueux et de restes de gâteaux à moitié digérés. Et au centre de cette saleté, à genoux, se trouvait ma fille, ma Lucia. Un tablier gris trop grand et taché couvrait sa jolie robe de fête. Dans ses mains tremblantes, elle tenait un chiffon dégoûtant avec lequel elle essayait de nettoyer le désastre. Les larmes coulaient sur ses joues, silencieuses, désespérées, laissant une trace propre sur la saleté. Son petit corps tremblait à chaque sanglot retenu. Dans le coin le plus éloigné, comme des spectatrices dans une loge de luxe, étaient mes nièces, Valentina et Sofia. Elles se goinfraient de gâteaux, le visage couvert de chocolat, tout en ricanant et en pointant Lucia avec leurs doigts collants. Elle n'était pas seule.
Catalina était là aussi, appuyée avec une élégance étudiée contre une table en acier, une coupe de champagne à la main, observant sa fille Valentina avec un sourire d'approbation maternelle. Et dirigeant l'exécution, debout à côté de ma fille agenouillée, se trouvait ma mère, Gracila. Sa posture était droite, son visage une glace de dégoût. Elle ne voyait pas sa petite fille. Elle voyait une tâche à effacer, une erreur à punir. Le plus vite, ordonna-t-elle, sa voix tranchante comme un scalpel. Frotte bien. Regarde, il en reste encore. Mon Dieu, quel incapable. Même pour nettoyer tu ne sers à rien. Tu devais être la fille de qui tu es. Nettoie ta saleté. Espèce de bâtarde inutile. Le mot « bâtarde » n'a pas seulement résonné, il a explosé. Il a brisé le dernier fil qui me retenait encore. L'amour filial, le devoir, l'espoir, tout s'est transformé en cendres en un instant. Une chaleur blanche et furieuse est montée de mes pieds, un rugissement assourdissant qui a couvert la valse de Vivaldi et les murmures de l'extérieur. Je ne suis pas entré, j'ai fait irruption. La porte battante s'est fracassée contre le mur dans un bruit qui a fait sursauter tout le monde. Mes niais ont cessé de rire. Catalina s'est redressée, sa coupe de champagne tremblante. Ma mère s'est tournée, son visage passant du mépris à la fureur en me voyant. « L'Isabla, c'est quoi ces manières » a-t-elle craché. J'ai ignoré sa question. Mes yeux ne voyaient que Lucia. Je me suis agenouillé à côté d'elle, sans me soucier que ma robe à plusieurs milliers de dollars frôle le vomi. J'ai pris le chiffon de ses mains froides et collantes et je l'ai jeté violemment dans l'évier. J'ai sorti mon propre mouchoir en soie et je lui ai essuyé le visage, en lui murmurant des mots que seule elle pouvait entendre. « Je suis là, mon amour. C'est fini. Tout est fini. Pardonne-moi d'avoir mis autant de temps. » Elle s'est accrochée à moi, son petit corps secoué de sanglots, et enfin elle s'est autorisée à pleurer fort. Un cri déchirant, le résumé de toutes les petites cruautés subies. Je me suis levé en la portant dans mes bras comme si elle ne pesait rien. Son poids était mon ancre, ma raison d'être. Alors j'ai affronté ma mère. Je l'ai regardée dans les yeux et la femme que j'ai vue m'a donné la nausée. « Que as-tu fait » ai-je demandé, ma voix un murmure dangereux, plus effrayant que n'importe quel cri. « Je lui apprends une leçon » répondit Gracila en retrouvant son calme. « Valentina s'est sentie mal à cause de ta fille qui l'embêtait. C'est normal qu'elle nettoie son propre désordre. » Un mensonge. Un mensonge tellement grossier et paresseux que c'était une insulte à mon intelligence. Mon regard s'est tourné vers Catalina. « Toi aussi, tu profites du spectacle » ai-je demandé. Elle a levé le menton. « Et quelqu'un doit bien apprendre à cette gamine où est sa place. » « Sa place » ai-je répété en goûtant le venin de ses mots. « Je comprends. » J'ai regardé autour de la cuisine brillante, les visages de ces trois femmes qui partageaient mon sang. J'ai su qu'elles étaient un cancer. Et la seule solution au cancer, c'est de l'enlever. « Profiter de la soirée » ai-je dit. Ma voix était maintenant plate, sans émotion, comme celle d'un chirurgien avant une amputation. « Profiter de chaque bulle de champagne, de chaque note de la valse. Faites une photo mentale de cette maison, de ses luxes, parce que je jure sur la vie de ma fille que c'est la dernière fois que vous dormirez sous un toit que j'ai payé. » Je me suis retourné et j'ai ajouté par-dessus mon épaule. « Priez pour que le souvenir de cette fête vous réchauffe pendant le long hiver glacé qui arrive. » Et je suis parti, laissant derrière moi un silence choqué, le prélude de la démolition. Le silence dans la voiture sur le chemin du retour était lourd, oppressant. Lucia s'était endormie sur le siège arrière, recroquevillée, le pouce dans la bouche, une habitude d'enfant qui ne réapparaissait que dans les moments de stress extrême. Toutes les quelques minutes, un petit sanglot s'échappait de ses lèvres endormies, et chacun d'eux était comme une aiguille plantée dans ma conscience. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment avais-je pu l'exposer encore et encore à ce poison, avec l'espoir stupide qu'un miracle puisse transformer le plomb de leur cœur en or? La réponse, bien sûr, était en Ravière, mon défunt mari. Le rappeler, c'était comme sentir le soleil sur le visage un jour d'hiver, une chaleur bienvenue teintée d'une profonde mélancolie. Je l'avais rencontré sur un chantier, moi, jeune architecte fraîchement diplômé, lui, un ingénieur civil qui traitait son équipe d'ouvriers avec un respect et une camaraderie que je n'avais jamais vu chez les partenaires hautains de mon père. Son rire était fort, ses mains étaient calleuses et sa vision du monde aussi solide et honnête que le béton armé. Pour moi, il était parfait. Pour ma famille, il était une catastrophe sociale. Je me souviens d'un dîner,
peu après l'annonce de nos fiançailles. Ma mère, Gracila, l'interrogea comme s'il était un criminel. Et de quelle famille viennent les Armandari? Son père faisait quoi? Ne pensez-vous pas qu'Isabella est habituée à un autre niveau de vie? Ravière répondit à tout avec une patience et une dignité qui le grandirent encore plus à mes yeux, mais qui ne firent que confirmer les pires craintes de ma mère. Je ne me mariais pas avec un nom, je me mariais avec un homme. C'était un acte de rébellion impardonnable. Sa mort, seulement 4 ans plus tard, fut l'excuse dont Gracila avait besoin. Je te l'avais dit, m'a-t-elle lancé, non pas avec compassion, mais avec une sombre satisfaction, le jour où nous avons enterré ses cendres. Moi, enceinte de 6 mois, je m'accrochais à mon ventre, sentant Lucia bouger en moi, une encre de vie dans un océan de douleur. Pour ma mère, la mort de Ravière n'était pas une tragédie, mais une opportunité de corriger mon erreur, de me ramener dans le troupeau. Et moi, dans ma douleur et ma vulnérabilité, j'ai presque failli tomber dans le piège. Mais ensuite, Lucia est née, avec les mêmes yeux sombres et le même sourire honnête que son père. Et j'ai su que je ne pouvais pas permettre qu'on l'efface, qu'on la transforme en une note de bas de page honteuse dans l'histoire de la famille Fuentes. Alors j'ai lutté. J'ai travaillé jour et nuit, j'ai fondé mon propre cabinet et quand l'entreprise de mon père, mal gérée et dépassée, a finalement fait faillite, j'ai vu mon opportunité. Pas pour me venger, mais pour leur prouver ma valeur, pour acheter ma rédemption. Ce fut une erreur colossale. Mon succès n'a pas généré du respect, mais de la dépendance, et la dépendance engendre du ressentiment. Je suis devenu à la fois leur bouée de sauvetage et leur bouc émissaire. J'ai financé le mariage de conte de fées de Catalina avec Carlos, un homme dont la seule vertu était un nom de famille prestigieux. J'ai payé les dettes de jeu de Carlos pour éviter un scandale. J'ai soutenu le style de vie de Mariana, une parasite de 20 ans qui considérait que travailler était pour les gens ordinaires, et j'ai construit sa villa, son temple à la vanité, en la mettant à son nom comme une offrande de paix. Une offrande qu'elles avaient crachée cette nuit-là. Déjà dans mon appartement, un sanctuaire de lignes pures et d'espaces ouverts qui contrastait violemment avec l'opulence rance de leur maison, j'ai conduit Lucia jusqu'à son lit. Je l'ai bordé, j'ai embrassé son front et je suis resté à ses côtés jusqu'à ce que sa respiration devienne profonde et régulière. L'odeur du vomi s'accrochait encore faiblement à ses cheveux. Je suis allé à la salle de bain et j'ai vomi moi aussi, expulsant des années de colère et d'humiliation contenues. Après, je me suis senti vidé, dans ce vide, une clarté d'acier est née. Je suis allé dans mon bureau. J'ai ignoré les plans de mon dernier projet. J'ai ouvert un panneau caché dans le mur de bois d'acajou. Une de ces excentricités d'architecte que personne ne connaissait. Derrière, un petit coffre-fort numérique. J'ai tapé le code, la date de naissance de Lucia. À l'intérieur m'attendait patiemment ma police d'assurance contre la folie. Un dossier en cuir noir avec un seul mot en relief, contingentia, contingence. Je l'ai ouvert sur mon bureau en verre. À l'intérieur, 10 ans de comptabilité méticuleuse. Chaque facture, chaque transfert, chaque chèque n'était pas archivé au hasard, mais classé avec des notes. Prêt pour liquidation de dettes de jeu DCR. Avance de capital pour les frais du mariage de CF. L'investissement dans la propriété des collines. Depuis le début, une partie de moi, l'architecte pragmatique, la fille d'un ingénieur, savait qu'il fallait tout documenter, non pas comme des cadeaux, mais comme des transactions. Une défense inconsciente contre le jour où la structure familiale s'effondrerait enfin. Ce jour était arrivé. La rage initiale était passée, remplacée par une froideur chirurgicale. L'amour et le devoir étaient morts dans cette cuisine. Il ne restait que la logique. Et la logique dictait qu'un investissement raté doit être liquidé. J'ai passé 2 appels qui allaient changer le cours de nos vies. Le premier, Alejandro, mon associé, mon ami, le seul qui avait connu Ravière et compris la folie de ma famille. Lail, lui ai-je dit quand il a décroché, ma voix sans aucune émotion. Là active le protocole. Je n'avais pas besoin de plus d'explications. Le protocole contingentia était notre code pour ce scénario exact, un plan que nous avions discuté en chuchotant, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement, pendant des années. Es-tu sûr, Isa, demanda sa voix grave. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Bien. Demain matin. Je contacte l'enquêteur. Le dossier complet. Le dossier complet. Je veux tout savoir, jusqu'à la couleur de leurs sous-vêtements. Ne laisse aucune pierre non retournée. Le deuxième appel fut pour Sofia Reyes,
la meilleure et la plus impitoyable avocate civile du Mexique. Licenciada Reyes. Isabela Fuentes. Désolé pour l'heure, mais une urgence contractuelle est survenue. Madame Fuentes, toujours un plaisir. Dites-moi, répondit sa voix précise et sans détour. J'ai un portefeuille d'investissement qui s'est révélé toxique et je souhaite le liquider entièrement. Je vais vous envoyer le fichier maintenant. Il s'appelle Contingentia. On se voit demain à votre bureau, à l'heure que vous voudrez. Il y eut une pause. Je pouvais l'entendre taper sur son ordinateur, probablement en train d'ouvrir le fichier que je venais de lui envoyer. Je viens de le voir, dit-elle après une minute. Ce n'est pas un portefeuille d'investissement, Madame Fuentes. C'est une déclaration de guerre. J'adore ça. Je vous attends à 8 heures. Et venez préparer. La démolition sera bruyante. J'ai raccroché. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré profondément. L'air ne me paraissait plus lourd. Il se sentait comme l'air frais et pur qui précède la tempête. Le matin est arrivé avec une lumière pâle et grise qui passait à travers les nuages, le prélude parfait pour la journée qui m'attendait. J'ai préparé à Lucia son petit déjeuner préféré, du pain perdu avec des fraises. Et pendant qu'elle mangeait, inconsciente de tout, je ressentais la calme étrange d'un soldat avant la bataille. Je n'avais dormi que 3 heures, mais je me sentais plus éveillée et vivante que jamais. L'incertitude avait été remplacée par un but. Le cabinet de Sofia Reyes, c'était comme entrer dans le cerveau d'un ordinateur, ordonné, efficace, chaque objet à sa place. Elle était déjà là, bien sûr, avec une tasse de café noir dans une main et une tablette dans l'autre, où mon dossier Contingentia était affiché. J'ai passé la nuit avec votre famille, dit-elle comme salut, sans lever les yeux. Ils sont fascinants. Un cas d'étude sur la symbiose entre le narcissisme et la cupidité. Votre documentation est impeccable. Chaque prêt est tellement justifié qu'un juge de première instance pourrait statuer en notre faveur sans même aller au procès. Je ne veux pas de procès, ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Un procès serait public, bruyant. Je veux que ce soit une démolition contrôlée, silencieuse, précise, dévastatrice. Sofia leva enfin les yeux et je vis dans son regard un éclat d'admiration professionnelle. J'aime votre façon de penser, Madame Fuentes. Alors nous n'utiliserons pas une masse, mais un scalpel. La stratégie d'asphyxie que nous avons discutée hier soir est la première étape. Les petites coupures précises font plus mal et provoquent plus de panique. Donnez l'ordre, ai-je répondu. Depuis son téléphone, avec une série de messages rapides et concis à ses contacts dans la banque privée, Sofia Reyes lança la première vague de l'attaque. Les limites de crédit des cartes American Express Centurion de ma mère et de mes sœurs furent réduites d'illimité à 1000 pesos, 55 $. Un coup chirurgical, conçu pour causer la plus grande humiliation, au moment et à l'endroit exact. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 13 heures, le téléphone de Mariana a explosé sur mon écran. Je l'ai imaginé dans son habitat naturel, le rayon haute couture d'un grand magasin, entouré de sacs, avec une vendeuse flatteuse à ses pieds. « Isabela, je t'exige une explication », cria-t-elle, sa voix si aiguë que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Je suis ici au milieu de nulle part et ma carte ne passe pas. La caissière l'a passée 3 fois et le terminal l'a recraché comme si c'était de la poubelle. Les gens me regardaient. Tu sais ce que c'est? Ils me regardaient comme si j'étais une pauvre. Quelle tragédie, Mariana, ai-je dit d'une voix plate. C'est peut-être un signe de l'univers pour que tu commences à regarder les étiquettes de prix, ou mieux encore, pour que tu trouves un moyen de payer tes propres affaires. Ça s'appelle travailler. Cherche sur Google. Mais je ne sais pas travailler, gémit-elle, et dans son honnêteté pathétique, j'ai presque ressenti une pointe de pitié. Presque. Alors je te suggère d'apprendre vite. Au revoir, Mariana. Le deuxième appel, celui de Catalina, fut différent. Il n'y avait pas d'hystérie, seulement un venin froid et sifflant. Elle m'a appelé l'après-midi, probablement après que le paiement des charges de son luxueux condominium a été refusé. Tu joues à un jeu très dangereux, Isabela, dit sa voix basse et menaçante. Tu crois que tu as le pouvoir parce que tu as l'argent? Mais tu ne comprends rien. L'argent va et vient. Le nom de famille, la réputation, la famille, ça, c'est pour toujours. Et tu es sur le point de détruire la seule chose qui donne de la légitimité. La seule légitimité dont j'ai besoin, Catalina, c'est celle que je vois dans les yeux de ma fille.
Et ce que toi tu appelles famille, moi j'appelle ça une secte dont je suis enfin en train de me désintoxiquer. Profite de la vie sans accès illimité à mon compte bancaire. Ça va être une expérience éducative pour toi. Elle a raccroché avec un souffle de frustration. Pendant ce temps, la deuxième phase, le cheval de Troie légal, arrivait à destination. Un notaire au visage de pierre, accompagné de 2 témoins, a sonné à la porte de la villa des collines. Il a remis à ma mère, qui a ouvert la porte avec une expression d'impatience royale, un paquet de documents épais comme une Bible. La notification officielle, le début du compte à rebours. L'appel de Gracila fut le dernier, le plus explosif. C'était un torrent d'insultes, de menaces et de chantage émotionnel. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai donné la vie. Je t'ai donné un nom de famille et tu me paies comme ça en me jetant de ma propre maison, cria sa voix brisée par la fureur. D'abord, je l'ai interrompu. D'une voix tranchante. Tu ne m'as pas donné la vie, tu m'as seulement mis au monde, ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, le nom de famille Fuentes, c'est moi qui l'ai honoré par mon travail, pendant que vous le salissiez avec vos dettes et vos scandales. Et troisièmement, et c'est le plus important, cette maison n'est pas la tienne, c'est mon investissement, un très mauvais, d'ailleurs. Et il est temps de couper les pertes. Mais tu vas le regretter, menaça-t-elle. Je ferai savoir à tout le monde quel genre de monstre tu es. Vas-y, les jeux défiés. Mais fais attention, maman. Quand on lance une guerre d'information, il faut être très sûr de ne pas avoir des squelettes dans son propre placard. Et le tien déborde. J'ai raccroché et je me suis servi un verre d'eau. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'adrénaline. La guerre silencieuse était devenue bruyante. Elles avaient montré leurs cartes, victimisation, menace, manipulation. Maintenant c'était mon tour de montrer les miennes. Et mes cartes n'étaient pas seulement de l'argent, c'était la vérité. Une vérité qui, comme un acide, était sur le point de dissoudre la brillante façade qu'elles avaient construite depuis 50 ans. Comme je l'avais prévu, Gracila n'a pas tardé à exécuter sa menace. Incapable de me blesser financièrement ou légalement, elle s'est tournée vers le seul champ de bataille où elle se sentait experte stratège, l'opinion publique ou plus précisément le microcosme venimeux de la haute société mexicaine. La guerre du « qu'en dira-t-on » avait commencé. Catalina, sa lieutenante la plus loyale et la plus astucieuse, fut chargée de l'offensive numérique. Son profil Instagram, une galerie soignée de fausses perfections et de luxe discret, est devenu un journal de victimisation. Elle a commencé par une photo en noir et blanc d'elle et de Gracila enlacée, avec une légende dégoulinant d'autocompassion. Parfois, la trahison la plus profonde vient d'où on s'y attend le moins. Mais l'amour d'une mère est un refuge imprenable. #famille avant tout, #loyauté. Les commentaires de soutien n'ont pas tardé. Force, Kata. Que se passe-t-il, ami? Les envieux attaquent toujours. Ensuite, les publications sont devenues plus précises, même sans me mentionner directement. Une photo de ces filles regardant tristement par une fenêtre. J'ai expliqué à mes princesses que parfois les adultes prennent des décisions égoïstes qui blessent les plus innocents. Chaque publication était une petite dague destinée à me peindre comme une vilaine cruelle et capricieuse, une sorcière moderne qui punissait sa famille par caprice. Tandis que Catalina gérait le front numérique, Gracila s'occupait du combat au corps à corps. Elle a dépoussiéré son carnet d'adresses et commencé sa tournée de la pitié. Elle a appelé chaque parent, chaque ami, chaque connaissance du club. Sa performance était digne d'un Oscar. D'une voix brisée, elle racontait une histoire de fiction où elle était la matriarche dévouée et moi, une fille ingrate et déséquilibrée, probablement influencée par cet homme de basse condition avec qui je m'étais marié. L'humiliation de Lucia devenait une tentative d'inculquer la discipline à une enfant difficile, et mon plan de récupération d'actifs devenait un acte de folie pour les dépouiller de leur patrimoine. La pression n'a pas tardé. Mon téléphone s'est rempli de messages de tantes et de cousines éloignées, certaines bien intentionnées, d'autres simplement commères, toutes m'exhortant à reconsidérer, à pardonner, à ne pas détruire la famille. Le sommet de leur stratégie fut, comme je m'y attendais, l'instrumentalisation de la foi. Le père Miguel m'a appelé. Sa voix, normalement chaleureuse et sereine, sonnait vraiment inquiète. Isabella, ma fille, je viens de parler à ta mère. Elle est inconsolable. Elle dit que tu veux la mettre à la rue, que tu agis par rancœur. Je sais qu'il y a 2 versions dans chaque histoire, mais comme ton ami et guide spirituel, je te demande de chercher dans ton cœur une place pour la compassion.
C'était le coup de maître de ma mère, me mettre dans une position où, si je refusais, j'aurais l'air non seulement d'une mauvaise fille, mais aussi d'une mauvaise catholique. Mon père, lui ai-je dit avec un calme qui m'a moi-même surprise. J'ai pour vous un immense respect, et c'est pour cela que je ne vais pas discuter de ça au téléphone. Je vous demande de me consacrer 30 minutes. Venez chez moi. Je vous offrirai un café et je vous montrerai, non pas ma version, mais les preuves, et ensuite vous pourrez juger par vous-même. Il a accepté. Quand il est arrivé, je l'ai conduit à mon bureau. Sur la table en verre, il n'y avait pas une Bible, mais 3 dossiers. L'un avec les relevés de compte de ma famille, détaillant un niveau de gaspillage obscène. Un autre avec la notification légale, expliquant la nature de près de mes contributions. Et le dernier, avec un rapport préliminaire de l'enquêteur qui avait déjà découvert les dettes de jeu de Carlos. Je lui ai tout raconté depuis le début, sans larmes, sans drama, seulement les faits. J'ai terminé par le récit de ce qui s'était passé dans la cuisine, en décrivant le regard de ma fille, sa terreur, son humiliation. Le père Miguel a écouté en silence, son visage passant de l'inquiétude à la consternation et, finalement, à une profonde tristesse. Quand j'ai fini, il est resté à regarder les papiers un long moment. Le 8e commandement dit, « Tu ne porteras pas de faux témoignages et tu ne mentiras pas », dit-il d'une voix basse. Et il semble qu'ici, on ait construit un palais sur ce mensonge. Isabella, je ne te demanderai pas de ressentir de la compassion, je te demande seulement d'agir avec justice, pas avec vengeance. Même si parfois la ligne entre les deux est très fine. Il est parti, et j'ai su que le bouclier de piété religieuse de ma mère s'était brisé. Mais il manquait la contre-attaque finale, le coup que Sofia Reyes avait préparé. Nous ne descendrons pas à leur niveau de ragot, m'avait-elle dit. Nous allons faire un audit public de leur honnêteté. Le paquet que nous avons préparé était une œuvre d'art d'information objective. Il contenait une copie de la facture du collier de diamants que ma mère s'était acheté. Un résumé des dépenses de voyage de Mariana, qui dépassait le salaire annuel d'un cadre. Et la preuve la plus dévastatrice, une copie du chèque que j'avais signé pour payer la dette de jeu de Carlos, avec une note manuscrite de Catalina disant « Merci, petite sœur, tu nous as sauvés d'un scandale. » Ce paquet, sans expéditeur, a été envoyé aux 3 reines de l'écosystème social de ma mère. Doña Pilar de la Garza, la matriarche rivale dont tout le monde craignait l'opinion. Brenda Tam, la chroniqueuse mondaine du journal le plus influent. Et l'épouse du patron de Carlos. La bombe de vérité a explosé avec un silence assourdissant. Il n'y a pas eu de scandale public. C'était pire. C'était un ostracisme silencieux et total. Doña Pilar a annulé à ma mère le thé qu'elles avaient programmé. La chronique de Brenda Tam a publié un article intitulé « L'insoutenable légèreté du gaspillage », parlant de certaines familles qui confondent le lignage avec une licence pour l'avidité. Et le patron de Carlos l'a rétrogradé à un poste sans importance, loin de tout client ou responsabilité financière. La guerre du « qu'en dira-t-on » était terminée, et elle, experte dans l'art de la diffamation, avait été anéantie non pas par mes mots, mais par les leurs, imprimés dans des relevés et des notes de remerciement. Elles avaient été enterrées sous le poids de leur propre vérité extravagante. Le front social neutralisé, il était temps de se concentrer sur les faiblesses structurelles de l'ennemi. Le désespoir, comme me l'avait dit Sofia, est un catalyseur d'erreur. Et ma famille, privée de son flux d'argent et de son prestige social, commençait à en commettre en cascade. Le premier à tomber fut mon oncle Ricardo, l'homme qui s'était posé en patriarche sage et neutre de la famille, le médiateur qui ne cherchait que la paix. Hector, l'enquêteur, avait découvert que sa façade de respectabilité était aussi fine que la glace par un jour ensoleillé. Ses finances étaient un désastre, un trou noir de mauvais investissements et de dettes de jeu qui allaient bien au-delà de Las Vegas, jusqu'à des prêteurs locaux avec beaucoup moins de patience que les casinos. Sa seule source de revenus constante était l'argent qu'il soutirait à ma mère, depuis ce que je lui donnais à elle, en la convainquant que j'étais de plus en plus radine pour justifier ses propres commissions, pour gérer la prétendue crise. Sa panique l'a conduit à un acte d'énorme stupidité. Il a tenté d'utiliser une vieille procuration, une que je lui avais signée en toute confiance des années plus tôt quand mon père avait été hospitalisé, pour essayer d'obtenir un prêt important à mon nom. C'était comme une souris essayant de voler du fromage dans un piège à ours. La banque, alertée par le protocole de sécurité que Sofia avait mis en place sur tous mes comptes, n'a pas seulement rejeté la demande, mais m'a prévenu immédiatement. Nous avions une tentative de fraude, claire et documentée. Sofia l'a convoqué à son cabinet.
Ricardo est entré en essayant de garder son air de dignité offensé, probablement prêt à faire un discours sur l'unité familiale. Sofia ne le lui a pas permis. « Monsieur Fuentes », dit-elle sans l'inviter à s'asseoir. « Épargnons-nous le théâtre. J'ai ici une demande de près de 5 millions de pesos au nom de ma cliente. Votre signature y figure. La procuration jointe a été révoquée il y a une semaine. Cela s'appelle de la fraude et c'est puni jusqu'à 12 ans de prison. » Elle a fait glisser le document sur la table. Ricardo l'a regardé et toute la couleur a quitté son visage. Il a commencé à balbutier des excuses, que c'était un malentendu, qu'il essayait seulement d'aider. Sofia l'a arrêté en levant la main. « Je vous offre une alternative à partager une cellule avec des gens qui n'apprécieront pas votre charme. Vous allez signer une déclaration sous serment. Vous y détaillerez les 5 dernières années de vos transactions financières avec votre sœur Gracila. Chaque centime détourné, chaque mensonge que vous lui avez dit pour la monter contre sa nièce. Puis vous allez disparaître. Si je réentends votre nom dans la même phrase que celui de ma cliente, ce document ira directement au parquet. » Compris. Ricardo, tremblant, a signé tout ce qu'on lui a mis sous le nez. Il est sorti du cabinet comme un homme vaincu, dépouillé de sa dernière pincée d'honneur. Sa trahison, maintenant une arme entre mes mains, était la preuve définitive de la pourriture qui rongeait ma famille de l'intérieur. La fissure suivante dans leur muraille est venue de la source la plus improbable, Carlos, mon beau-frère, l'homme dont j'enregistrais à peine l'existence, un appendice décoratif de ma sœur Catalina. Il m'a appelé un soir, sa voix un chuchotement chargé de panique. « Isabella, s'il te plaît, ne raccroche pas, supplia-t-il. Je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre, mais tu dois m'écouter. Catalina prépare quelque chose de terrible. » La méfiance fut ma première réaction. « Et pourquoi devrais-je te croire, Carlos ? N'est-ce pas toi qui dépensais mon argent sur des tables de poker ? » « Oui, c'est moi, » admit-il. Et l'honnêteté dans sa voix m'a surprise. « Et je suis un lâche et un imbécile, mais j'aime mes filles. » Et Catalina, dans son désespoir, a perdu le nord. Elle a contacté un avocat sans scrupules. Ils veulent lancer une procédure pour te déclarer mentalement incompétente, en argumentant que tes actions récentes sont erratiques et autodestructrices. Ils veulent demander à un juge de nommer ta mère comme ta tutrice légale pour protéger ton patrimoine. L'audace du plan était si extrême que j'ai presque ri. C'était une folie, mais une folie méthodique et malveillante, très dans le style de ma sœur. « Pourquoi m'aides-tu, Carlos ?» ai-je demandé encore. « Parce que je sais qu'ils perdront, » dit-il avec une sincérité brutale. « Et quand ils perdront, la destruction sera totale. Et je ne veux pas que mes filles coulent avec le navire. Je te donne cette information. En échange, quand tout sera terminé, je te demande juste de penser à elles. Elles n'y sont pour rien. » C'était un acte d'auto-préservation, pas de rédemption, mais il m'avait donné l'alerte dont j'avais besoin. J'avais sous-estimé la capacité de ma sœur à la méchanceté. Ce n'était plus seulement une question d'argent, c'était une tentative de m'anéantir. Armé de ce savoir, j'ai cherché la dernière pièce du puzzle, Laura, l'ancienne gouvernante. Je l'ai retrouvée et nous nous sommes rencontrés. Je lui ai parlé de la menace de la déclaration d'incompétence. Je lui ai raconté le plan de Catalina pour me peindre en folle. Laura a serré les lèvres, ses yeux sombres s'allumant d'une indignation qu'elle retenait depuis des années. « Cette femme est le diable », dit-elle à voix basse. La seule folle, c'est elle, de méchanceté. Madame Isabella, je témoignerai. Je raconterai ce que j'ai vu dans cette cuisine. Je raconterai comment Madame Gracila a chuchoté à Valentina. Fait que la bâtarde nettoie quelque chose qui en vaille la peine. Je l'ai entendu de mes propres oreilles et je le jurerai devant Dieu et devant un juge. Son courage m'a profondément ému. C'était une femme qui n'avait rien à gagner et beaucoup à perdre, mais dont la décence était inébranlable. Cette nuit-là, pendant que Sofia préparait la déclaration sous serment de Laura, j'ai senti que toutes les forces s'alignaient. J'avais des traîtres exposés, des alliés inattendus et des témoins courageux. Le filet qu'ils tissaient pour me piéger devenait la corde avec laquelle ils allaient eux-mêmes se pendre. Pendant que mon équipe juridique se préparait à la contre-offensive, démontant préventivement l'absurdité de mon incompétence mentale, il restait un bout de fil qui m'obsédait. Le paiement mensuel de ma mère vers ce compte à Michoacán était une anomalie dans son schéma de dépenses. Gracila Fuentes n'était pas une femme de charité secrète. Chaque acte de générosité qu'elle faisait était public, calculé,
et elle attendait toujours un retour en prestige social. Ce paiement était différent. Il était silencieux, constant, presque craintif. J'ai décidé de suivre mon instinct. J'ai demandé à Hector, l'enquêteur, de laisser de côté les affaires financières de mes sœurs et de se concentrer exclusivement sur ce paiement. Qui est le bénéficiaire final? Quelle est l'histoire derrière cet argent? Pendant qu'Hector travaillait, je me suis plongé dans mon propre type d'enquête, une archéologie émotionnelle. J'ai passé une nuit entière dans l'entrepôt où je gardais les meubles et les cartons de la maison de mes parents, celle qu'il habitait avant que je ne leur achète la villa. Je cherchais quelque chose, n'importe quoi que mon père aurait pu laisser, un indice, un murmure d'outre-tombe. Je savais que lui, avec sa nature calme et observatrice, devait avoir su plus qu'il n'avait jamais dit. Parmi des boîtes de photos et de vieux livres de comptabilité, j'ai trouvé ses journaux personnels. C'étaient des cahiers d'ingénierie, mais entre les calculs et les schémas, il y avait des notes, des réflexions sur la vie, sur son travail, sur moi et sur ma mère. En lisant ces mots, j'ai ressenti une douleur profonde. Mon père l'avait aimé, mais il n'était pas aveugle. Il a écrit sur sa tristesse de porcelaine, son obsession du « qu'en dira-t-on », son incapacité à la joie véritable. Et puis j'ai trouvé l'entrée qui a tout changé. Elle était datée d'1 an avant sa mort. Aujourd'hui, j'ai trouvé une vieille boîte à chapeau au fond de l'armoire de G, écrivit-il. À l'intérieur, il y avait des lettres d'un homme nommé Adam, datées d'1 an avant notre rencontre. Des lettres d'amour désespérées et une petite photo d'un bébé. Je comprends tellement de choses maintenant. Je comprends la panique dans ses yeux chaque fois qu'on parle d'adoption. Je comprends sa cruauté envers les gens simples. C'est la peur que son propre passé, celui qu'elle a enterré pour pouvoir m'épouser, ressorte à la lumière. Mon père le savait. Il savait pour l'enfant abandonné et il avait décidé de vivre avec ce secret, probablement pour me protéger, pour garder intacte la fragile structure de notre famille. Juste au moment où j'assimilais cette révélation, mon téléphone a sonné. C'était Hector. J'ai quelque chose, Isabella, dit sa voix excitée. Le bénéficiaire du compte est une femme de 80 ans appelée Amalia Roras. C'est une infirmière à la retraite et devine dans quel hôpital elle a travaillé toute sa vie? À la maternité de Pátzcuaro. Tout s'est emboîté. L'infirmière, le chantage, le secret. J'ai besoin que tu ailles la voir, Hector, lui ai-je dit. Offre-lui ce qu'elle veut. Immunité, argent pour ses petits-enfants, peu importe, mais il faut qu'elle parle. 2 jours plus tard, Hector m'a rappelé. Là, elle a parlé. Oh oui, elle a parlé. J'ai l'enregistrement. Ce soir-là, dans mon bureau, j'ai écouté la voix tremblante d'une vieille femme démêler le secret le plus sombre de ma mère. Amalia Roras avait été l'infirmière qui avait soigné Gracila en 1970. Elle se souvenait de la jeune femme terrifiée, de sa famille autoritaire, qui avait tout organisé pour que cela paraisse être une fausse couche. Elle se souvenait avoir aidé à remettre le bébé à un couple sans enfant. Et oui, elle admit avoir contacté Gracila des années plus tard, quand sa propre situation financière était devenue précaire. Le chantage avait duré 30 ans. Mais Hector avait trouvé quelque chose de plus, quelque chose que mon père n'avait jamais su. Dans les archives de l'hôpital, parmi les papiers jaunis, il avait trouvé une copie du certificat de naissance original et à côté un document notarié signé par les parents de ma mère, cédant une importante quantité d'actions de l'ancienne entreprise familiale à Amalia Roras comme paiement pour des services d'infirmière privée. Le chantage n'avait pas commencé des années après. Il avait commencé dès le premier jour. Et pas seulement ça, l'argent avec lequel ils avaient payé son silence provenait des fonds qui appartenaient à mon père par mariage. C'était un vol systématique qui avait duré des décennies. Mais la vraie bombe était dans la maquette. Après l'appel d'Hector, je suis retourné voir la petite maison que mon père et moi avions construite. Ces mots résonnaient dans ma tête, ici dedans je garde mon vrai trésor. Il ne parlait pas du journal. Il devait y avoir autre chose. Je l'ai examiné à nouveau, cette fois non comme une fille, mais comme une architecte, cherchant un compartiment secret. Et je l'ai trouvé, non pas dans la base, mais dans la cheminée. Un petit morceau de brique en argile pouvait s'enlever. À l'intérieur, dans une minuscule cachette, il y avait une clé. Une clé d'un coffre-fort. Le lendemain matin, j'étais à la banque. Le coffre était enregistré au nom de mon père. L'employé de la banque me l'a remis. À l'intérieur, il n'y avait qu'une enveloppe. Et dans l'enveloppe,
il y avait les originaux, le certificat de naissance, l'accord notarié avec l'infirmière, et une courte note de mon père. Lisa, mon trésor. J'espère que tu n'auras jamais à lire ceci, mais si tu le fais, cela signifie que la structure est devenue irréparable. Parfois, la seule façon de construire quelque chose de nouveau et de solide est de démolir complètement l'ancien. Utilise ceci avec sagesse, pas avec haine. Avec amour, papa. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour l'homme bon et décent qu'était mon père. J'ai pleuré pour le poids qu'il avait porté en silence. Et j'ai pleuré pour la petite fille qui avait vécu dans une maison construite sur des fondations de pourriture. Quand je suis arrivé au cabinet de Sofia Reyes avec la boîte, elle a examiné les documents en silence. En terminant, elle m'a fixé. Isabella, avec ça, le dossier d'incompétence mentale disparaît. Mieux encore, avec ça nous pouvons les envoyer en prison pour une très longue période. Fraude, extorsion, parjure, choisis ton poison. Je ne veux pas les envoyer en prison, ai-je dit, ma voix trouvant une nouvelle fermeté. Je veux quelque chose de bien pire pour elles. Je veux qu'elles vivent. Qu'elles vivent le reste de leur vie avec les conséquences de leurs actes, dépouillées de tout ce qu'elles valorisent. Je veux qu'elles vivent dans le silence de leur propre insignifiance. Sofia a souri. Un sourire mince et dangereux. Une punition élégante. J'aime ça. Préparons le coup de grâce. La convocation finale ne fut pas une demande, ce fut un ordre. La licenciée Sofia Reyes, avec l'autorité que lui conférait la loi et un arsenal de preuves accablantes, cita Gracila, Catalina et Mariana dans son cabinet. Objet, proposition d'accord extrajudiciaire pour éviter de multiples litiges civils et pénaux. Le langage était volontairement intimidant, un avertissement clair que la partie d'échec était terminée et qu'il ne restait que la reddition. Elles arrivèrent ensemble, un front uni de défaite. Leurs vêtements de créateurs semblaient des costumes sur leur corps réduit par l'anxiété. Leurs visages, normalement soignés avec attention, montraient l'usure de semaines de stress et d'humiliation. On les installa dans la grande salle de réunion, un espace conçu pour intimider avec sa table en acajou de 20 places et ses baies vitrées offrant une vue panoramique sur Mexico, un rappel silencieux du pouvoir et de l'influence qu'elles allaient perdre pour toujours. J'attendais dans le bureau voisin, écoutant par un interphone discret. Je voulais que Sofia donne le premier coup, l'avocate, la professionnelle, présentant le dossier avec un sang-froid que je n'aurais pas pu garder. Sofia entra dans la salle avec le calme d'un prédateur qui sait que sa proie n'a aucune échappatoire. Elle posa sa tablette sur la table et l'alluma, projetant des images sur le grand écran mural. « Bonjour », dit-elle, sa voix résonnant dans le silence tendu. « Merci pour votre ponctualité. Le but de cette réunion est de vous présenter un résumé des preuves que nous avons rassemblées ces dernières semaines afin que vous puissiez prendre une décision éclairée sur la proposition que ma cliente vous offrira. » La première image à l'écran fut la demande de prêt frauduleux signée par l'oncle Ricardo. Tentative de fraude, 12 ans de prison. Passons à la suivante. La suivante fut une transcription de la déclaration sous serment de Carlos. Complicité de fraude et usage abusif de garantie d'entreprise. De 8 à 10 ans. Suivant. L'écran se remplit de la déclaration notariée de Laura, l'ancienne gouvernante. Parjure et abus émotionnels sur une mineure. Les conséquences légales ici sont complexes, mais les morales sont sans équivoque. Catalina étouffa un son, un mélange de surprise et de rage. Sofia continua, implacable. Elle projeta les relevés, les factures, les preuves de la campagne de diffamation. À chaque diapositive, c'était comme si elle leur enlevait une couche de peau, exposant la laide vérité dessous. Et tout ça, dit Sofia en éteignant l'écran, ce n'est que l'apéritif. Passons maintenant au plat principal. Elle fit un geste et un assistant entra et posa 3 dossiers identiques sur la table, un devant chacune d'elles. Dans ces dossiers, expliqua-t-elle, vous trouverez le menu complet. Vous trouverez la déclaration complète d'une infirmière appelée Amalia Roras. Vous trouverez un certificat de naissance de 1970. Vous trouverez des preuves d'un système d'extorsion et de vol qui a duré 50 ans. Des preuves, Madame Fuentes, dit-elle en regardant directement ma mère, que la fortune sur laquelle vous avez construit votre respectabilité a été volée à votre propre mari et obtenue par le chantage lié à l'abandon de votre premier-né. Le son qui sortit de la gorge de ma mère fut guttural, inhumain. La couleur disparut de son visage, le laissant avec la pâleur cendrée de la mort. Catalina regarda sa mère, les yeux écarquillés d'incrédulité et d'horreur.
Mariana mit simplement ses mains sur sa bouche, les yeux pleins de larmes de confusion. À cet instant précis, la porte s'ouvrit et j'entrai. Je marchai lentement jusqu'à la tête de la table et je m'assis. Je les regardai toutes les trois, dépouillées de tous leurs secrets, nues sous la lumière de la vérité. « Bonjour maman. »« Bonjour mes sœurs, dis-je, ma voix calme, presque conversationnelle. » Gracila leva les yeux. Ses yeux, pour la première fois, ne contenaient ni jugement ni mépris. Seulement un abîme de terreur. « Comment » murmura-t-elle. « Papa » répondis-je simplement. Il le savait et il a fait en sorte que moi aussi je le sache si jamais c'était nécessaire. Et vous avez rendu ça nécessaire. Je me suis penché au-dessus de la table. Alors, nous y sommes. Avec deux options sur la table, comme aiment le dire les avocats. Option A. Je repris, ma voix devenant plus dure. Vous refusez notre proposition. Demain dès la première heure, Maître Reyes dépose une plainte pénale pour chaque délit que nous avons documenté. Fraude, extorsion, parjure, diffamation, abus. La presse recevra un paquet anonyme avec le contenu de ces dossiers. Votre monde, tel que vous le connaissez, cessera d'exister. Vous ne serez pas seulement pauvres, vous serez des parias. Et toi, maman, tu passeras probablement le reste de tes jours dans une cellule à penser aux deux enfants auxquels tu as failli de façon si spectaculairement différente. Je laissai l'image s'installer, que l'horreur les imprègne. Oh, dis-je en poussant un seul document vers le centre de la table, vous choisissez l'option B. Le silence. Vous signez cet accord. C'est un contrat de séparation totale. Vous renoncez à tout droit, présent ou futur, sur moi, mon patrimoine, et surtout sur ma fille. Vous acceptez une ordonnance d'éloignement à vie. Plus jamais vous ne m'adresserez la parole, ni ne me chercherez, ni ne vous approcherez à moins de 500 mètres de nous. Vous devenez des fantômes. En échange, le contenu de ces dossiers meurt dans cette salle. Personne ne saura jamais la vérité. Je vous donne la chance de sauver la seule chose qui compte vraiment pour vous, la façade. Vous pourrez ramper dans l'ombre avec votre nom de famille intact. C'était un choix diabolique. L'anéantissement public ou l'extinction privée. Silence. Un silence si profond que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation. Gracila me regarda et, au fond de son désespoir, je vis un dernier éclat de son ancienne arrogance. « Et tu crois qu'après ça nous voudrons te revoir ?»« Non, répondis-je avec un sourire triste. Je sais que non, mais ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. C'est le contrat qui me libère. C'est le document qui garantit à ma fille un futur sans votre poison. Maintenant, signez. » D'une main qui semblait peser une tonne, ma mère prit le stylo et, avec le tracé de son nom, l'empire de Gracila Fuentes s'effondra dans un chuchotement d'encre sur du papier. Le bruit du stylo de luxe griffant l'épais papier du contrat fut le seul son dans la salle pendant une longue minute. C'était un son sec, définitif, comme la terre tombant sur un cercueil. Gracila signa la première, sa calligraphie d'ordinaire si élégante et maîtrisée n'était plus qu'un gribouillis tremblant. Elle ne me regarda pas. Son regard était fixé sur la surface polie de la table, comme si s'y reflétait le naufrage de sa vie. Elle poussa le document vers Catalina avec un geste de dégoût, de reddition totale. Catalina prit le stylo. Un instant, elle hésita. Je vis dans ses yeux une tempête d'émotions, rage impuissante, humiliation, une haine si pure qu'elle en était presque admirable par son intensité. Elle me lança un regard qui aurait dû me foudroyer. Si les regards tuaient, je serais tombée morte sur place. Profite de ta victoire, Isabella, siffla-t-elle, sa voix à peine un murmure chargé de venin. Mais souviens-toi que la solitude est un prix très élevé, et que tu as choisi de mourir seule. Elle signa d'un trait violent, presque en déchirant le papier. Mariana fut la dernière. Elle pleurait en silence, les larmes traçant des sillons dans son maquillage parfait. Elle prit le stylo comme si c'était un objet étrange. Ça veut dire qu'on n'est plus une famille, demanda-t-elle d'une voix de petite fille. Une question si naïve qu'elle en était presque touchante dans son pathétique. Ça veut dire que tu es libre, Mariana, lui répondis-je, non pas avec dureté, mais avec un soupçon de pitié que je ne savais pas ressentir. Libre de construire ta propre vie sans dépendre de personne. Je ne crois pas qu'elle ait compris. Elle signa, et avec sa signature, le dernier lien fut coupé. Sofia Reyes, qui avait observé toute la scène avec l'impassibilité d'une statue, prit les documents, les vérifia,
hocha la tête et les rangea dans un porte-documents en cuir qu'elle ferma d'un clic sonore et définitif. La réunion est terminée, annonça TL. Je vous demanderai de quitter le bâtiment. Toute tentative de communication avec ma cliente à partir de maintenant sera considérée comme une violation de l'accord et aura des conséquences juridiques immédiates. Se levèrent alors 3 femmes dépouillées de leur pouvoir, de leur futur, de leur passé. Elles sortirent de la salle de réunion en file, comme des prisonnières conduites à leur cellule. Je restai à regarder la porte close. Je n'ai pas ressenti l'euphorie que j'avais imaginée. Il n'y eut pas d'explosion de joie libératrice, seulement un immense calme, le genre de silence qui suit une tempête dévastatrice, quand l'air est pur et que tout ce qui était faux a été balayé. Dans les mois qui suivirent, je me consacrai à la tâche de la liquidation avec l'efficacité d'un administrateur judiciaire. La villa, avec tous ses souvenirs toxiques, fut vendue à une famille d'expatriés qui tomba amoureuse de son architecture sans connaître les fantômes qui habitaient ses murs. Les voitures de luxe, les montres, les bijoux, tout devint des chiffres sur un compte bancaire. J'utilisai une partie de l'argent pour payer les honoraires de Sophia, qui était aussi impressionnant que son travail. Le reste, chaque centime récupéré, alla directement dans le fonds fiduciaire de Lucia. C'était de l'argent taché, mais maintenant, purifié par sa finalité, il servirait à construire un futur propre. Les nouvelles à leur sujet me parvenaient de façon sporadique et fragmentée, des échos d'un monde qui n'était plus le mien. Catalina, sans l'appui financier de Carlos, dut vendre son appartement et déménager dans un endroit plus modeste. Je l'ai vue une fois par hasard dans un centre commercial. Elle était derrière le comptoir d'une boutique de cosmétiques, expliquant à une cliente les vertus d'une crème anti-rides avec un sourire forcé. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde. Dans les siens, j'ai vu un éclair de haine pure. Moi, je n'ai rien ressenti. J'ai simplement continué mon chemin. Mariana, comme on pouvait s'y attendre, fut celle qui tomba le plus vite et le plus bas. Sans sa beauté comme monnaie d'échange principale, maintenant que les années commençaient à se voir, et sans l'attrait de l'argent de sa famille, son cercle d'amis s'évapora. Elle essaya de vivre de la générosité d'amant de passage, mais sa personnalité exigeante et vide les faisait fuir rapidement. La dernière nouvelle que j'en eus vint d'Alejandro, qui avait entendu d'une connaissance qu'elle travaillait comme hôtesse dans un restaurant à la mode, souriant à des gens qu'elle méprisait autrefois, pour un salaire qui couvrait à peine le loyer de son petit appartement. L'histoire de Gracilla fut la plus tragique, au sens grec du terme. C'était une reine sans royaume. Elle s'isola dans un petit appartement qu'elle réussit à louer, refusant de voir qui que ce soit. Les connaissances qui tentèrent de la joindre au début se heurtèrent à un mur d'amertume et de reproches. Bientôt, ils cessèrent d'appeler. Elle vivait seule, entourée des quelques meubles qu'elle avait pu sauver. Une relique d'un temps de pouvoir et de gloire qui n'existait plus que dans son esprit. Sa punition ne fut pas la pauvreté, mais l'insignifiance. Pour une femme qui avait vécu toute sa vie pour être vue, être invisible était pire que la mort. Je ne ressentais pas de satisfaction en entendant ces histoires. Je ressentais une sorte de détachement clinique. C'étaient les conséquences inévitables de leur choix, le résultat d'une équation de vie qu'elles-mêmes avaient écrite. Elles avaient tout misé sur les apparences et, quand la façade s'est effondrée, il ne resta rien dessous, absolument rien. Le silence qu'elles m'avaient imposé avec leur signature était devenu le silence de leur propre vie vide. La démolition avait été un succès. La structure toxique de ma famille avait été réduite en gravat. Mais venait maintenant la partie la plus difficile, la reconstruction pas d'un bâtiment, mais d'une âme, la mienne, et surtout celle de Lucia. La première étape fut un exode. La ville de Mexico, avec son smog et ses souvenirs, ressemblait à une cage. Nous avions besoin de la mer, de l'horizon ouvert, d'un lieu où l'air soit pur et où le passé n'ait pas de direction. J'ai trouvé notre refuge sur un tronçon de la côte d'Oaxaca, un petit village de pêcheurs qui commençait à être découvert par des artistes et des bohèmes. J'ai vendu mon appartement de la ville, symbole de mon succès et de ma solitude, et avec une partie de l'argent j'ai acheté un terrain sur une falaise avec vue sur le Pacifique. Et là, j'ai fait ce que je savais faire le mieux, construire. J'ai conçu notre maison. Pas une forteresse de verre et d'acier, mais un foyer de bois, d'adobe et de pierre locale. Une maison avec des espaces ouverts qui se fondaient avec l'extérieur, avec une terrasse d'où nous pouvions voir passer les baleines en hiver, avec un jardin où Lucia pouvait planter ses propres fleurs. Chaque poutre posée, chaque mur élevé, donnait l'impression d'un acte de guérison, comme si je reconstruisais un nouveau squelette pour ma propre vie. Le changement chez Lucia fut presque immédiat.
La petite fille tendue et anxieuse de la ville se dissolvait dans le sable et le soleil. Je l'inscrivis dans une petite école communautaire où les cours s'interrompaient pour aller libérer des tortues marines nouveau-nées. Ses camarades étaient des enfants de pêcheurs, d'artisans, d'étrangers qui avaient laissé derrière leur vie corporative. Personne ne lui demanda son nom de famille, la voiture de sa mère ou la marque de ses chaussures. Elle apprit à surfer, à reconnaître les constellations dans le ciel nocturne dégagé et à parler avec les vieilles femmes apothécas qui vendaient des textiles au marché. Son rire, qui était devenu si rare, était désormais la bande sonore de notre maison. Je l'entendais rire aux éclats en courant après les chiens errants sur la plage. Je l'entendais rire en essayant de m'apprendre à faire des figures avec les vagues. Et à chaque rire, un petit morceau brisé en moi se remettait à sa place. Un après-midi, nous étions assises sur la plage à regarder le coucher du soleil. Elle dessinait dans le sable avec un bâton. « Maman » dit-elle soudain sans lever les yeux. « Tu crois que mamie et les tantes sont tristes ?» La question me prit par surprise. Je me préparais à une conversation difficile. « Je ne sais pas, mon amour. »« Peut-être, » répondis-je prudemment. Elle haussa les épaules. « Bon, j'espère que non. Être triste, c'est très ennuyeux. » Et elle continua à dessiner. Dans sa sagesse enfantine incroyable et simple, je compris qu'elle avait déjà tourné la page. Il n'y avait ni rancune, ni traumatisme persistant, juste un fait. Sa vie était meilleure maintenant. Et c'était la seule boussole dont j'avais besoin. Mon propre chemin fut plus sinueux. La liberté était enivrante, mais aussi désorientante. Qui étais-je sans le rôle de fille souffrante, de sœur bienfaitrice? Pour le découvrir, je commençai une thérapie. Ma psychologue, une femme sage aux cheveux tressés de mèches grises, m'écouta patiemment pendant que je déversais des décennies de douleur et de ressentiment. « Isabella, me dit-elle lors d'une séance, tu as passé la moitié de ta vie à essayer de gagner une guerre que tu ne pouvais pas gagner, la guerre pour l'amour de ta mère. Et l'autre moitié à te préparer pour une guerre que tu pouvais gagner, la guerre légale. Tu as gagné. Et maintenant ?» Sa question me laissa sans voix. « Maintenant, continue. Tu dois apprendre à vivre en temps de paix. Et pour quelqu'un habitué à la guerre, la paix peut être le territoire le plus terrifiant de tous. » Elle avait raison. J'appris à remplir le silence non pas avec du travail, mais avec des choses simples. J'appris à marcher sur la plage sans but précis. J'appris à lire un roman dans un hamac en plein après-midi sans me sentir coupable. J'appris à m'asseoir en silence et simplement être. Alejandro fut mon compagnon dans ce voyage vers la paix. Il déménagea au village 6 mois après nous, ouvrant un petit bureau de notre cabinet. Notre relation s'épanouit loin de la pression de la ville. C'était un amour adulte, sans drame ni urgence, un amour fait de repas cuisinés ensemble, de conversations jusqu'à l'aube, d'un soutien mutuel qui n'avait pas besoin d'être dit. Il n'essaya pas de me réparer, il me donna simplement l'espace et la sécurité pour que je me répare moi-même. Et il devint, de la manière la plus naturelle, la famille que Lucia et moi avions choisie. Le père, le compagnon, l'ami, la base solide sur laquelle nous pouvions maintenant construire n'importe quoi. Une nuit, 1 an après notre arrivée, nous étions tous les 3 sur la terrasse à regarder une pluie d'étoiles. Lucia était blottie entre nous, à moitié endormie. « Es-tu heureuse, Isa » me murmura Alejandro. Je regardais le ciel rempli d'étoiles filantes. Je sentis la chaleur du corps de ma fille contre le mien et la main d'Alejandro sur la mienne. Et pour la première fois de ma vie, la réponse ne fut pas un espoir ni une aspiration, mais une vérité simple et claire. « Oui » répondis-je. « Je le suis complètement. » La guerre était terminée, et dans le silence qui suivit, j'avais enfin trouvé la paix. La paix, découvris-je, n'est pas un état permanent, mais un équilibre délicat. C'est un jardin qu'il faut entretenir, enlevant les mauvaises herbes qui tentent inévitablement de repousser. Pendant presque 2 ans, mon jardin fleurit. La vie sur la côte était devenue notre foyer, notre identité. Lucia, sur le point d'avoir 10 ans, était une enfant sûre d'elle et heureuse, la peau dorée par le soleil et l'âme ancrée au rythme des marées. Notre cabinet d'architecture, Espace et Horizon, avait gagné une réputation pour ses designs durables et respectueux de l'environnement. Et ma relation avec Alejandro était mon port sûr. Le passé s'était estompé, devenant une simple anecdote lointaine, une histoire que je me racontais parfois pour me rappeler combien de chemins j'avais parcouru. Les figures de Gracila, Catalina et Mariana s'étaient brouillées comme de vieilles photos qui ont perdu leur couleur. L'accord de silence avait été absolu.
Il n'y eut ni appel, ni lettre, ni apparition. Elles étaient, comme je l'avais voulu, des fantômes. Mais parfois les fantômes trouvent le moyen de se faire entendre. C'était un mardi après-midi. J'étais dans mon bureau en train de vérifier les plans pour un petit hôtel écologique quand mon téléphone vibra. C'était le numéro du cabinet de Sofia Reyes. Mon cœur fit un petit bond, une réaction instinctive de mon ancien moi, toujours dans l'attente de la prochaine crise. Cela faisait plus d'1 an que je n'avais pas parlé avec elle. L'Isabla, ici Sofia. J'espère ne pas te déranger, dit sa voix aussi précise et professionnelle que toujours. Pas du tout, Sofia. Quelle surprise. Tout va bien? Tout est en ordre concernant notre accord, me rassura-t-elle. Je t'appelle pour une affaire tangente et inhabituelle. J'ai été contacté par un autre cabinet d'avocats à Houston, Texas. Houston, demandai-je, confuse. Oui. Il représente un homme nommé David Armandari. C'est un médecin, un généticien pour être exact. Et il te cherchait. Le nom ne signifiait rien pour moi, mais la profession, généticien. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Sofia, de quoi s'agit-il? Il s'agit, dit Sofia après une pause, du contenu du dossier numéro 3. Il s'agit du fils que ta mère a abandonné. L'air devint dense, difficile à respirer. Je m'assis, mes genoux soudain faibles. Sofia continua à me donner les détails avec son absence habituelle de sentimentalité. David Armandari, élevé par un couple d'universitaires aimants au Texas, avait toujours su qu'il était adopté. Après la mort de ses parents adoptifs, une curiosité scientifique et personnelle l'avait poussé à rechercher ses origines. Grâce aux avancées des tests ADN et de la généalogie, il avait réussi à retracer sa lignée jusqu'à une jeune femme appelée Gracila Solozano, d'une famille de Pátzcuaro, Michoacán. La piste s'était refroidie là, jusqu'à ce qu'il engage un enquêteur qui, par une incroyable coïncidence ou par pure ténacité, trouva une vieille femme dans un asile qui avait été infirmière à Pátzcuaro. L'infirmière, Amalia Roras, la même que mon enquêteur avait trouvée. Apparemment, la femme, dans ces dernières années et avec une conscience lourde, avait décidé de parler non pas pour de l'argent, mais pour la paix. Elle raconta à l'enquêteur l'histoire du bébé abandonné et de l'argent qu'elle avait reçu. Et cette trace d'argent fut ce qui relia enfin David Armandari à la famille Fuentes de Mexico. Il ne veut rien, Isabla, m'assura Sofia. Je veux être très clair là-dessus. C'est un homme financièrement indépendant et émotionnellement stable. Il ne cherche pas un héritage ni une réunion familiale pleine de larmes. Sa recherche était, selon ses propres mots, pour fermer un cercle génétique. Mais en enquêtant sur les Fuentes, il tomba sur les nouvelles de leur chute, sur toi et ton procès contre elle. Et il ressentit de la curiosité. De la curiosité? Pourquoi, murmurai-je. Pour toi. Pour la sœur qui a combattu la même femme qui l'a abandonnée, lui. L'avocate dit qu'il voit une sorte de justice karmique là-dedans et il aimerait simplement te parler, de frère à sœur. Il ne cherche pas à contacter Gracila ni les autres, seulement toi. Je raccrochai le téléphone. Le bruit des vagues qui se brisaient contre les rochers sous ma maison, normalement si apaisant, sonnait maintenant comme le battement d'un cœur anxieux. Je marchai vers la terrasse et restai immobile à regarder l'horizon infini. Un frère. J'avais un frère. Un homme qui avait vécu toute une vie sans savoir que j'existais, comme moi sans savoir la sienne. Un homme qui, par le sang, était aussi de ma famille que Catalina ou Mariana, mais qui ne partageait pas une seule goutte de leur venin. Il avait été protégé de tout cela par le même acte qui aurait dû le détruire, l'abandon. L'ironie était si profonde, si absurdement poétique, que j'aurais ri si je n'avais pas senti un nœud dans ma gorge. Ma mère, dans son obsession de créer une famille parfaite, avait jeté une pièce, et cette pièce, loin d'elle, s'était transformée en quelque chose de bon et complet, tandis que les pièces qu'elle avait gardées et polies s'étaient pourries de l'intérieur. Maintenant, l'écho de cet acte d'il y a 50 ans arrivait jusqu'à mon rivage et me présentait un choix que je n'avais jamais envisagé. Ma paix, celle que j'avais mis tant d'efforts à construire, était un jardin entouré de murs. Je pouvais garder les portes fermées, protéger Lucia et moi-même de toute complication possible, de tout fantôme, aussi bien intentionné qu'il paraisse. Je pouvais dire à Sofia que je la remerciais pour l'information, mais que le passé était mort et enterré. Ou bien, je pouvais ouvrir la porte. Juste un peu. Je pouvais répondre à cet appel. Je pouvais entendre la voix d'un étranger qui partageait la moitié de mon ADN.
Je pouvais affronter la possibilité que le mot « famille » puisse avoir un sens différent de celui que je connaissais. Un sens qui ne soit pas basé sur l'obligation, la transaction ou le mensonge, mais peut-être, juste peut-être, sur une simple et partagée histoire de survie. Je regardais Lucia et Alejandro qui revenaient de la plage en riant, couverts de sable. Ils étaient ma famille, ma paix. Y avait-il de la place dans ce jardin pour une nouvelle graine, une qui venait d'une terre si lointaine et obscure? Je ne le savais pas. Mais pour la première fois, la question ne me remplissait pas de peur, mais d'une étrange et tremblante curiosité. L'architecte avait terminé son œuvre, mais la vie, semble-t-il, a toujours un nouveau plan, un nouvel annexe, en attente d'être construit.